Enfin, non, mais je pense qu'ils entendent, parce que déjà, ils ne sont pas nombreux. Ah, c'est parce que c'est enregistré, d'accord. Les filières professionnelles, pourquoi et comment conseiller les jeunes? Donc, on va commencer par ma gauche, hein. Donc, Marc Chevalier de l'Institut Pasteur, qui va nous parler. Du doctorat et l'évolution de la carrière dans la science. D'accord. Leila Nejar, qui est donc une apprentie. Apprenti ingénieur à l'école. Voilà. Michael. Michael Quentin. Quentin, du coup, maître d'apprentissage et tuteur dans l'apprentissage à Polytech Paris-Sud. Voilà. Et donc, Martine de Petris-Véry, je suis directeur d'un CFA qui s'appelle le CFA Union. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer pour vous expliquer ce que c'est que l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, comme vous le savez certainement, c'est une formation qu'on appelle une formation duale, c'est-à-dire qui allie une formation académique classique avec une formation plus professionnelle basée sur du savoir-faire et du savoir-être, et donc une alternance dans le temps entre un centre de formation et une entreprise. L'apprentissage donc se cale sur 4 ou 3 partenaires. L'apprenti qui est au cœur du dispositif, qui est un étudiant, mais c'est un étudiant particulier puisqu'il est salarié de l'entreprise. Un centre de formation qui peut être un établissement ou un centre de formation hors les murs, comme je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, une entreprise et une entreprise qui peut être soit une TPE, soit une PME, soit un grand groupe. Quelques mots pour vous situer l'apprentissage. L'apprentissage, c'est 430 000 apprentis en France. Et à peu près 40% dans le supérieur en France. En Île-de-France, la tendance est totalement inversée, puisque sur les 90 000 apprentis que nous avons en Île-de-France en 2018, nous avons 60% dans le supérieur. Alors ces 60% dans le supérieur se répartissent classiquement en 20% à peu près Bac+2, où la majorité est en BTS, le reste étant en DUT, et très peu en ce qu'on appelle des DEST, c'est-à-dire des DEUST, c'est des anciens diplômes de DUG, hein. Après, on a à peu près 23-24% en licence, hein, majoritairement en licence professionnelle. Et puis, on a à peu près 27% en école d'ingénieur et master. Alors, l'apprentissage, il faut savoir que c'est une formation qui est obligatoirement sur une année diplômante. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas faire un M1 en apprentissage uniquement. Si on fait un M1, on est obligé de faire un M2 en apprentissage. Mais c'est ou un M1, un M2 en apprentissage ou uniquement un M2. C'est-à-dire qu'on n'a fait que des années diplômantes en apprentissage. Ou alors le cursus entier. Voilà, tout ça donc pour vous dire qu'en Ile-de-France, il y a à peu près 146 CFA, ça s'appelle des centres de formation. Pourquoi? Parce que majoritairement, si l'apprentissage est dans le pré-bac, c'est-à-dire que les CFA sont dans les établissements de formation, dans le supérieur, les CFA sont hors établissement de formation, c'est ce qu'on appelle des CFA hors les murs. Donc sur les 146 CFA que vous en avez à peu près une vingtaine qui sont du supérieur hors les murs. Alors, l'apprentissage a fortement évolué depuis à peu près 20 ans, et en particulier avec l'arrivée des formations du supérieur dans l'apprentissage, puisque jusqu'à il y a à peu près 20 ans, l'apprentissage avait une image assez restrictive et réductrice, c'est-à-dire que l'apprentissage s'était réservé à des métiers manuels. Depuis à peu près 20 ans, en fait, l'apprentissage, ça fait à peu près 30 ans qu'il est ouvert au supérieur, mais depuis 20 ans, on a une très forte évolution de l'image de l'apprentissage parce que justement, les plus grandes écoles d'ingénieurs, les grandes universités se sont mis à faire de l'apprentissage et ont fait des formations d'excellence. C'est-à-dire que c'est des formations qui sont reconnues par le milieu universitaire, mais également reconnues par le milieu industriel. L'intérêt de ces formations, c'est que vous avez à la fois des jeunes
qui sont très volontaires, hein, très motivés, et également très responsables, beaucoup plus que les étudiants que nous avons pour un même niveau, une même formation. Le fait d'avoir cette alternance, ça les rend autonomes, ça les fait mûrir, et c'est très formateur pour les jeunes, et par ailleurs, ça leur fait une très bonne insertion professionnelle ultérieure. Voilà. Donc, juste pour vous dire 2 mots sur le CFA Union, eh bien, le CFA Union, c'est ce qu'on appelle un CFA hors les murs. On est un CFA qui déléguons toute notre pédagogie, toute la formation aux établissements partenaires. Nous travaillons avec 3 écoles d'ingénieurs, nous travaillons avec l'école polytechnique, nous travaillons avec Polytech Paris Sud, nous travaillons avec l'NCA, qui est une école nationale supérieure qui est à Cergy-Pontoise, avec 5 universités, l'université Paris-Saclay, naturellement, avec Paris Sud et Versailles-Saint-Quentin, Cergy-Pontoise et Nanterre. Le CFA, c'est à peu près 1500 apprentis, un peu plus cette année. Nous proposons 63 formations, même 64 cette année, en apprentissage, du bac plus 2 jusqu'au bac plus 5. Nos apprentis ont des origines variées et nous proposons des formations multisecteurs puisque nous proposons des formations du tertiaire et services jusqu'à la production. Il faut savoir qu'en Île-de-France, quand même, juste pour revenir, les 3 grands secteurs qui sont représentés en apprentissage, c'est typiquement le tertiaire administratif, le commerce, l'hôtellerie-tourisme, l'informatique et l'électronique-électricité. Ça, c'est les grands pôles qui vont être développés en Île-de-France, qui font à peu près plus de 35% à eux 5 de tout l'apprentissage en Île-de-France. Voilà. Donc, j'ai à peu près présenté l'apprentissage et si vous voulez avoir plus d'informations, il n'y a pas de souci. Et donc, j'ai demandé, puisque nous avons comme établissement partenaire Polytech Paris Sud, à une apprentie de venir témoigner pour justement vous expliquer pour quelles raisons elle a choisi l'apprentissage, et également un maître d'apprentissage, puisque vous savez que l'apprentissage, c'est un apprenti, mais qui est suivi par 2 personnes qui sont référentes, un maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur enseignant qui est dans l'établissement. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que, ils vont vous l'expliquer, l'apprentissage c'est quand même relativement contraignant pour un jeune, ça le motive énormément, mais il faut aussi de temps en temps l'aider, et quand il baisse un petit peu les bras, il faut le soutenir, moralement et physiquement. Et donc, c'est un des rôles du maître d'apprentissage. Leïla, vous commencez? Alors bonjour, comme dit précédemment, je suis apprentie ingénieure à l'école Polytech Paris Sud en informatique. Avant cela, j'ai fait 2 années à l'université de Paris Sud. En première année, mathématiques, informatique, physique. Une deuxième année en double licence mathématiques, informatique. Puis, je me suis penchée et plus intéressée à l'école d'ingénieur pour l'apprentissage, éventuellement. C'était pour moi une occasion de connaître le monde d'entreprise, de mettre en pratique aussi les théories que j'ai acquises tout au long de mon cursus scolaire. Et voilà, du coup, j'ai commencé à faire mes recherches. Je suis tombée sur plusieurs écoles, notamment l'école Polytech qui m'a le plus intéressée parce qu'elle offrait plus de programmes, plus de suivi avec les maîtres d'apprentissage et les tuteurs. Et voilà, ça a été une occasion. Ils ont répondu à toutes mes attentes jusqu'à présent. Je suis en première année, il me reste 2 ans et normalement, c'est dans la bonne voie. Merci. Est-ce que vous avez. Je dois répondre à. Oui. Pourquoi vous avez pris l'apprentissage? C'est de. Oui. Pour quelle raison de l'apprentissage? Parce que vous auriez pu faire la même chose, mais à Polytech. Oui, en filière étudiante, effectivement. Justement, comme je l'ai dit, je voulais mettre en pratique ce que j'apprenais. La théorie ne suffisait plus pour moi. Je voulais découvrir autre chose. Je voulais connaître le monde d'entreprise. Je voulais être prête, en fait, après les 3 ans. Je voulais déjà avoir acquis
toutes les connaissances sur l'entreprise, la partie sociale, comment on se comporter et tout. Du coup, je me suis dit, l'apprentissage, ce serait vraiment une occasion pour moi d'acquérir tout ça. Du coup, ça a été un truc logique direct, c'était l'alternance. Edelia, une filiale d'EDF. Dans le développement d'applications pour le suivi énergétique des consommateurs. Quentin, Merci. vous voulez poser des questions tout de suite ou vous... Non, parce qu'on a le temps là, hein, donc... Comme on est beaucoup. Donc moi, je suis Michael Quentin. Je suis responsable d'une plateforme de prototypage électronique et mécanique à Polytech Paris Sud et enseignant également en intégration électronique. Je suis également, via la plateforme, maître d'apprentissage, apprenti DUT mesures physiques. Et puis je suis également tuteur d'apprentissage d'étudiants de Polytech Paris Sud. C'est assez intéressant l'apprentissage. Alors en tant que maître d'apprentissage, parce qu'effectivement on peut récupérer des personnes assez jeunes et les aider à comment dire à acquérir notre expérience et puis à apprendre des codes sociaux, puisque effectivement sortie du bac ou même de filières étudiantes en licence, certains étudiants n'ont pas forcément les codes professionnels et ça c'est intéressant pour eux. C'est aussi intéressant pour les entreprises qui les emploient après, parce que souvent il y a beaucoup plus de facilité à reconnaître leur expérience professionnelle via l'apprentissage que quand on est étudiant, parce qu'ils n'ont pas du tout d'expérience. Donc le taux d'embauche est assez excellent, en tout cas chez nous. En tuteur parce que du coup, comme double casquette, en tuteur d'apprentissage, c'est vrai que c'est aussi un rôle assez intéressant, puisqu'on peut discuter directement avec les entreprises, les autres maîtres d'apprentissage, et faire en sorte que la relation se passe bien, que ce soit administrative, scolaire, au niveau des notes, au niveau de la relation psychologique aussi de l'apprenti, puisque certains apprentis ont plus de difficultés que d'autres, et c'est important de leur montrer notre soutien, d'essayer de trouver des solutions parfois à mettre en œuvre pour garantir leur réussite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et je pense que pour les apprentis, c'est pas mal cette relation. Je sais pas si vous avez des questions. De quoi? L'apprentissage, c'est obligatoire. Enfin, ça peut être un diplôme. Excusez-moi. Oui, l'apprentissage, c'est soit vous préparez un diplôme, soit vous préparez ce qu'on appelle un titre ou une certification. Voilà. Mais le fait d'être maître d'apprentissage, ça ne donne pas de diplôme. Hein. Voilà. Mais par contre, oui, obligatoirement, un apprentissage, c'est une formation classique qu'on a transformée simplement en mettant la moitié, enfin ça dépend du niveau, mais la moitié ou plus que la moitié du temps du jeune en entreprise. C'est-à-dire que vous avez, en plus de ce que vous apprenez à l'université, eh bien vous avez une partie qui est apprise en entreprise et qui est naturellement comptabilisée dans l'obtention du diplôme. Hein, puisque le savoir que vous avez appris dans l'entreprise est évalué par l'entreprise et intégré aux notes que vous avez par les formations classiques. Alors l'alternance, c'est plus vaste que l'apprentissage. Dans l'alternance, vous avez ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation qui est de la formation continue. Et puis vous avez les contrats d'apprentissage c'est de l'apprentissage, c'est de la formation initiale. En fait, il y a deux formes d'apprentissage. Il y a ce qu'on appelle formation continue qui va dans le sens de la formation tout au long de la vie.
Et la formation initiale, l'apprentissage, c'est de la formation initiale. C'est-à-dire que vous avez un diplôme qui est pour un jeune qui a le même âge, ou presque, que les jeunes qui sont étudiants. C'est un étudiant, un apprenti, mais c'est un étudiant particulier. Il est d'abord salarié et après il est étudiant. C'est-à-dire que c'est d'abord le code du travail qui s'applique avant le code de l'enseignement. Exemple, un étudiant, s'il ne suit pas dans une formation classique, l'établissement a le droit de l'expulser. Un apprenti, ce n'est pas l'établissement de formation qui a le droit de l'expulser, c'est l'entreprise. C'est une grosse différence, hein, parce que si un jeune ne suit pas d'un point de vue académique, eh bien, il faut que ce soit le jeune qui rompe son contrat, soit l'entreprise. Mais en aucun cas, ça peut être l'établissement de formation qui a le droit de rompre le contrat. Il peut susciter, il peut inciter le jeune, parce que bon, c'est sûr que s'il n'a pas les notes, c'est pas la peine qu'il continue, hein, donc on les incite à aller voir autre chose, mais on n'a pas le droit en tant qu'établissement de formation de rompre le contrat. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une nouvelle loi qui est parue, là, vous le savez peut-être, qui est parue en septembre. Là, les règles vont changer. Le centre de formation pourra exclure le jeune pour des raisons, attention, bien motivées hein, quand même. Hein, voilà. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas le droit. Voilà. Dans les deux cas, c'est un salarié. En alternance ou pas? C'est ça. Par contre, les contrats d'apprentissage, c'est limité en âge. Hein, c'est-à-dire que vous devez avoir 29 ans révolus maximum. S'agissant des contrats de professionnalisation, il n'y a pas de notion d'âge. Hein, voilà. Par contre, quand c'est un jeune, parce qu'en fait, on a les deux hein, dans les formations par apprentissage, il y a les deux publics qui sont dans les mêmes formations, c'est l'entreprise qui choisit. C'est l'entreprise qui dira, ben, toi, tu fais un contrat d'apprentissage ou c'est toi qui fais un contrat de professionnalisation. Voilà. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être les mêmes lignes budgétaires. Après, il y a des accords de branche, etc. C'est un peu compliqué. Par contre, on peut très bien avoir un contrat de professionnalisation pour quelqu'un qui n'est pas jeune. C'est-à-dire que la demoiselle, je ne sais pas, je dirais qu'elle a 21 ans, hein, à peu près. Hein, voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui a, par exemple, 31 ans qui peut être dans cette formation, mais il ne pourra pas faire un contrat d'apprentissage. Dans ce cas-là, il fera obligatoirement un contrat de professionnalisation. Voilà. Ok, merci. Voilà. Le droit social, ce n'est pas le même, oui, parce que... Oui. Le droit social pour l'employé ou enfin l'apprenant et le droit aussi pour la société d'obtenir des aides différentes. Alors, oui, c'est sûr. Alors, dans le supérieur, ça va... Les aides, il n'y en a plus, hein, mais voilà, dans le supérieur, avant, il y avait des aides pour les entreprises dans le contrat d'apprentissage, ce qui n'était pas le cas pour les contrats de professionnalisation. Maintenant, la question est réglée, puisque dans le supérieur, il n'y aura plus d'aide pour les entreprises, hein, puisque l'aide, c'est juste pour les TPE. Et les TPE, il y en a un certain nombre, mais pas beaucoup. Voilà. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas non plus les mêmes charges, hein, puisque dans le cas de l'apprentissage, pour une entreprise, elle ne paye pas, entre guillemets, elle ne paye pas les droits patronaux, ce qui n'est pas le cas du contrat de professionnalisation. Et pour le salarié, alors pour l'apprenti, dans une formation classique d'apprentissage, ça ne change pas grand-chose, sauf le salaire, enfin la rémunération, parce que ça ne s'appelle pas un salaire. La rémunération n'est pas la même pour l'apprentissage et pour les contrats de professionnalisation, puisque c'est en général un peu plus avantageux pour un jeune en contrat de professionnalisation que pour un apprenti, puisque pour les contrats d'apprentissage, ça dépend de l'âge et du niveau de formation. Gros souci quand même, c'est que un contrat de professionnalisation, vous ne pouvez avoir que maximum 2 ans de contrat. Donc, ça ne peut, par exemple, pour un diplôme d'ingénieur qui dure 3 ans, vous ne pouvez pas faire un contrat de professionnalisation. Vous êtes obligé de faire un contrat d'apprentissage ou alors de faire un contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de professionnalisation si vous le souhaitez. Mais vous ne pouvez pas faire 3 ans de contrat de professionnalisation. C'est plus contraignant. Voilà. Et au niveau de la gestion, c'est plus contraignant aussi un contrat de professionnalisation qu'un contrat d'apprentissage hein, pour une entreprise. C'est beaucoup plus simple un contrat d'apprentissage.
Fini sur l'apprentissage. Bon, ben alors on va pouvoir passer à Monsieur Chevalier. Merci. Il va nous parler de... D'une forme d'apprentissage aussi, mais qui se passe effectivement après. Alors merci pour l'invitation Jennifer, je profite qu'elle soit là, qu'elle soit arrivée pour remercier. Effectivement, parce qu'on avait parlé pas mal de ces sujets-là dans différentes réunions, et justement pour essayer de valoriser tout ce qui était en lien avec l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont dans ce sens-là, et c'est plutôt bien, puisque ça permet aux jeunes de s'orienter plus facilement, et surtout de s'insérer plus facilement après les études. Et le doctorat, c'est ce qui arrive justement après le master. Faut savoir qu'aujourd'hui, justement, il y a plus de 90% des doctorats qui sont financés. Et ça permet aux gens qui passent leur thèse d'être financés pendant toute la durée de leur contrat, ou pratiquement. Donc ça, c'était une des règles qui avait été imposée récemment pour favoriser le bien-être des doctorants et qu'ils soient reconnus réellement comme des salariés vis-à-vis des différentes structures qui les représentent. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis Marc Chevalier, je travaille à l'Institut Pasteur dans un service un peu particulier puisqu'on s'occupe de l'accompagnement des carrières des scientifiques. Et par les scientifiques, on entend à la fois les doctorants, donc ceux qui sont en cours de thèse, les postdoctorants, ceux qui généralement continuent après par un contrat de type CDD, et puis ensuite tous les scientifiques permanents de l'Institut Pasteur, quel que soit leur niveau de carrière. Et donc à travers ça, en fait, on a mis en place un parcours d'accompagnement particulier pour la population, surtout des doctorants et postdoctorants, qu'aujourd'hui justement on déploie sur la population permanente, parce que la thèse en soi, certes, c'est un parcours qui permet d'aller au plus près de la spécialisation en termes scientifiques, mais c'est pas forcément ça qui garantit un emploi derrière. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans tous les parcours associés avec de la professionnalisation, c'est qu'on apprend un métier, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce métier-là qu'on fera pendant toute notre vie. Et donc, notamment vis-à-vis de la thèse, qui donne un diplôme à Bac+8, on essaie de faire en sorte d'ouvrir les possibilités et les champs de possibilités pour les jeunes diplômés, de telle manière à ce qu'ils puissent visualiser assez rapidement ce vers quoi ils peuvent se réorienter. Puisque si on regarde un peu les statistiques, et là on va reprendre des statistiques des États-Unis, sur la population de personnes qui rentrent en thèse, il y a à peu près 0,45% de personnes qui vont finir sur un poste de professeur, et donc qui correspond au plus haut niveau de responsabilité après au niveau scientifique. Et si on élargit, je crois que ça fait à peu près 3% qui finissent comme chercheurs. Donc les 97% restants, il faut quand même pouvoir s'en occuper aussi, il faut être capable de pouvoir les accompagner et justement de les réorienter vers d'autres métiers. Alors en soi, la plupart des gens, parce que au départ la thèse c'est ce qu'on appelle la formation à la recherche par la recherche, donc c'est réellement dans la même idée que l'apprentissage, c'est cette idée d'apprendre sur le terrain le métier pour devenir ensuite chercheur. Aujourd'hui, la thèse a beaucoup changé puisqu'on sait très bien qu'on forme des gens qui vont pas forcément finir comme chercheurs de laboratoire, mais on forme des gens qui vont devenir opérationnels très rapidement dans un environnement de recherche, mais qui ensuite vont pouvoir utiliser ces compétences-là pour pouvoir aller dans d'autres filières, travailler dans différents services, que ce soit du commercial, du marketing, de la stratégie, du partenariat. On se retrouve avec des gens qui aujourd'hui peuvent être dans les ministères par exemple et devenir conseiller scientifique sur ces ministères-là ou dans les ambassades et à différents niveaux de responsabilité. L'enjeu du doctorat est quand même assez important puisque même si jusqu'à présent on augmentait le nombre de gens en thèse et on réduisait en parallèle le nombre de postes disponibles dans la recherche académique, il y a tout un enjeu en fait aujourd'hui sur comment on restructure le doctorat et comment on fait en sorte justement de préparer les gens à ces transitions beaucoup plus rapidement. Et finalement quand on réfléchit on va dire de façon un peu plus méta, c'est une problématique qu'on a un peu dans notre société globale, c'est comment orienter ou réorienter assez rapidement les gens et les préparer suffisamment tôt pour faire en sorte qu'ils puissent construire leur parcours professionnel. Donc quand on agit sur des populations aussi jeunes que celles qui sont présentes à Startup for Kids, c'est un petit peu difficile d'agir à ce niveau-là. C'est assez difficile d'agir aussi au niveau collège ou au niveau lycée parce que les jeunes ont assez
peu de maturité par rapport à ce qu'ils aiment faire et par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. Et je crois sincèrement que la partie d'apprentissage sur notamment la partie licence master est aussi une clé pour pouvoir ensuite orienter les gens vers des métiers qui les intéressent et sur lesquels ils veulent appliquer leurs compétences. Et ces filières-là n'empêchent pas justement des gens ensuite de poursuivre par un doctorat pour ceux qui veulent continuer réellement dans la recherche. Et c'est ce qui aujourd'hui, justement grâce à la meilleure crédibilité, on va dire, des gens qui sortent de ces parcours d'apprentissage, est permis justement parce qu'on évalue beaucoup mieux ces profils qui ont été formés sur le terrain, déjà avec une orientation métier, et qui sont capables de mettre ça à disposition du monde de la recherche. Merci. Vous avez tout compris? C'est merveilleux. C'est mieux que mes étudiants. Bon, ben, je vais quand même poser quelques questions. Quand vous avez un diplôme par apprentissage, vous pensez que vous allez pouvoir mieux vous insérer ensuite que vos collègues qui ont suivi le même parcours, mais en formation initiale? Est-ce que vous avez des pourcentages de réussite et d'insertion par rapport aux autres filières ou pas? Non? Mais je sais que, pardon, j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que pour les apprentis, justement, c'est plus facile de s'intégrer plus tard en entreprise ou enfin de trouver un emploi plus facilement que les filières, qu'en étant en filière étudiante. Oui, normalement. Quand vous avez été embauché, on vous a dit que vous avez... Oui, ça fait partie du contrat. Ouais, ils m'ont clairement dit on vous forme justement dans le but de vous garder plus tard. En tant que maître d'apprentissage et tuteur, vous avez eu des jeunes à difficulté ou des jeunes... Et comment est-ce que vous avez réagi lorsqu'il y avait eu... Alors, concernant en tant que maître d'apprentissage, non, parce qu'actuellement, surtout mon dernier jeune, il est plutôt excellent, donc j'ai pas trop de soucis. En tant que tuteur, oui, bah, d'ailleurs, actuellement, j'ai une jeune qui est assez en difficulté, donc on tente de tout faire pour mettre en place de l'étude, des conseils, alors il y avait aussi des problèmes personnels avec de la distance, des choses comme ça, essayer de trouver des solutions même sociales sur des logements, des rapprochements, des aides pour permettre de bien meilleures conditions de travail, et ça paye plutôt actuellement hein, d'ailleurs. Donc il y a vraiment ce côté pas cocon, mais on essaye vraiment de tenir et d'aider nos étudiants, enfin nos apprentis, à réussir et à passer toutes les étapes, parce que y a des étapes qui peuvent être scolaires, mais effectivement personnelles, techniques ou financières, hein, qui sont parfois compliquées pour des étudiants, enfin pour des apprentis. Alors juste une question, parce que vous avez dit en fait que le doctorat c'était de l'apprentissage, mais c'est vrai que c'est de l'apprentissage, mais même si il n'est pas inclus dans l'apprentissage, en particulier c'est ce qu'on appelle les contrats CIFRE, hein, puisque les contrats CIFRE c'est du véritable apprentissage puisqu'ils sont pour partir en entreprise. Est-ce que vous avez eu en doctorat ou est-ce que vous avez du recul pour des doctorats pour des jeunes qui ont déjà fait des formations par apprentissage? Parce qu'en général, après un master, ils n'intègrent pas un master recherche pour aller dans des thèses. Hein. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré des jeunes apprentis qui poursuivaient jusqu'à un doctorat? Généralement, ce qu'on retrouve de temps en temps, alors j'ai pas de chiffres par rapport à ça, mais ça fait partie de la population qu'on pouvait retrouver et qui finalement étaient assez appréciés dans les laboratoires, puisque c'était des gens qui étaient assez opérationnels. C'est des gens qui étaient sur des formations plutôt Bac+2, Bac+3 en apprentissage, et qui après ont souhaité continuer par un master plutôt recherche, parce que ça leur avait ouvert la voie. Alors ça leur avait permis de reprendre confiance en eux, sur la capacité à être performant dans les études pendant cette phase justement 2 ans, 3 ans. Et puis ça leur avait permis justement de devenir un peu plus ambitieux
par rapport à ce qu'il souhaitait faire et d'avoir une meilleure notion de vers quel métier il voulait s'orienter. C'est en ça que je crois beaucoup à ces formes d'apprentissage où finalement ça permet de mieux comprendre l'environnement professionnel et de savoir mieux, plus tôt, quelle est sa place par rapport à ça et quelle place on veut prendre. Et j'ai une personne là notamment que j'avais suivie un peu à distance qui avait repris ses études, ses études on va dire sur un parcours classique à partir du master. Et c'est à ce moment-là où elle s'était décidée de poursuivre par une thèse. Et en fait c'était par étapes. À la fin de sa formation par alternance, elle avait basculé sur un master et elle savait pas encore qu'elle allait faire une thèse, et c'est vraiment à la fin de son master où elle s'est rendue compte qu'elle avait réellement gagné en confiance, qu'elle savait réellement ce qu'elle voulait faire et qu'elle voulait faire la thèse non pas forcément pour devenir chercheur derrière, mais pour avoir plus de responsabilités dans une entreprise qui serait associée à une thématique de recherche. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais ça concerne forcément qu'une minorité de ces gens qui sont formés. Une minorité qui a souvent été sous-évaluée sur le système scolaire classique, qui se rendent compte qu'ils ont des capacités qui vont au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer au départ, et qui se projettent vers la capacité à pouvoir ambitionner plus que ce qu'ils avaient ambitionné au départ. Et c'est des gens qui, grâce à cette confiance finalement, et grâce au fait d'avoir pu dessiner un peu leur schéma de carrière assez tôt, sont capables justement d'aller assez loin par rapport à ce projet de carrière. Et donc, ils reprennent leurs études surtout pour pouvoir accéder à des postes sur lesquels ils auraient plus de mal à accéder s'ils restaient à ce niveau-là. Juste pour compléter, alors c'est vrai que si on prend l'avis du ministère, l'avis du ministère, c'est une licence professionnelle, on ne poursuit pas derrière. Bon. La réalité, c'est pas ça. Hein. Sachez que malheureusement, enfin, c'est un constat. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais plus de la moitié des licences professionnelles poursuivent leurs études. Hein, voilà. Même pour ceux à qui on conseille de rester dans l'entreprise et d'intégrer l'entreprise. Il faut savoir que c'est une décision du jeune. C'est pas une décision ni des formateurs ni de l'entreprise. Hein, c'est le jeune qui décide. Voilà. Bon, après, s'agissant des entreprises, on a des discours un peu différents. Bon, moi, je suis enseignante également, hein, parce que voilà, je suis directeur de CFA, mais je suis aussi enseignant-chercheur. Donc, j'enseigne en DUT. Le DUT dans lequel j'enseigne, il y a 80% de nos étudiants qui poursuivent leurs études. Pourquoi? Parce qu'un DUT, maintenant un bac+2, eh bien, ça ne veut plus rien dire. Il faut aller jusqu'au bac+3, ne serait-ce que pour aller dans le système LMND. Et après une licence, ben, souvent ils s'aperçoivent qu'ils n'auront pas assez de responsabilités, ils se révèlent et ils se disent ben, pourquoi pas un master. Voilà. Donc les entreprises, contrairement à ce qu'on pense, pour certaines, elles jouent le jeu. C'est-à-dire qu'après une licence, si le jeune veut poursuivre et reprendre ses études en école d'ingénieur, souvent c'est l'entreprise qui regarde le jeune parce qu'il considère qu'il a du potentiel et il amène jusqu'au diplôme d'ingénieur et il le gardera comme ingénieur. Voilà. Et ça, c'est typiquement les grands groupes. Hein. Alors après, les TPE, les PME, il est évident qu'ils préfèrent avoir un bac+2 ou une licence pro et pas que des ingénieurs parce que bon, ben, voilà, ils n'ont pas la possibilité d'avoir beaucoup d'ingénieurs. Mais les grands groupes, j'ai été assez étonnée de voir qu'ils aimaient bien aussi que les jeunes qui sont performants continuent leurs études et ils les amènent jusqu'au niveau le plus élevé qu'ils puissent avoir. Voilà. Moi, je compléterais juste là-dessus. En fonction des spécialités, je sais qu'en informatique, notamment, il y a pas mal d'entreprises, même de petites entreprises,
qui prennent des DUT et puis des fois ils découvrent des pépites et ils font tout pour les pousser à devenir ingénieurs et les garder derrière. C'est pas toujours viable pour d'autres entreprises parce que parfois il faut des techniciens et on n'a pas besoin d'ingénieurs. Mais en informatique, par contre, c'est beaucoup plus souvent le cas. Et donc ces pépites-là, ils les gardent. C'est un investissement pour l'entreprise. Un investissement, et généralement, s'ils font de l'apprentissage, c'est parce que c'est une sorte de mise en concurrence d'un certain nombre de jeunes qui veulent ensuite embaucher. Hein. Voilà. Donc, entre autres choses, parce que ça coûte moins cher, bien entendu, au centre. En fait, c'est pas le monde d'entreprise qui n'a pas confiance. Hein. Je pense que ce sont les jeunes. Voilà. Il faut... Bon, je vais être honnête, hein, je ne vais pas faire de langue de bois. Hein. Un jeune actuellement qui a 20 ans, 21 ans, il n'a pas envie d'aller travailler. Pour une grosse majorité, ils ont peur. Bon, après, ils ont peur, à raison ou pas raison, hein, ça je ne sais pas, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que la vie dans l'entreprise n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Hein, Bien sûr. Voilà. Et ils n'y ont pas été toujours confrontés. On est quand même dans un... Enfin, je vois ça en tant que parent et en tant qu'ancien, parce qu'avant j'étais dans le privé, hein, j'ai pas toujours été enseignant, hein, j'ai été très longtemps dans le privé. Quand je voyais les jeunes qui venaient chez moi et que c'était moi qui étais maître d'apprentissage, comme l'a très bien dit Michael, le jeune il connaît pas les codes. Il ne sait pas ce que c'est que le monde de l'entreprise. Il débarque, il a un diplôme de l'initiale, même s'il a fait un stage, il ne sait pas du tout ce que c'est que l'entreprise. Et quand il est confronté à une entreprise de production, je ne parle pas du service, quand il est confronté à une entreprise de production, il faut quand même un temps d'adaptabilité. Et c'est vrai qu'on lui demande beaucoup dans production. Hein. Moi, quand il était avec moi et qu'il travaillait en production, il fallait qu'il y aille. Hein. Il n'était pas là à se tergiverser avec sa calculatrice. Ah, il faut que je fasse le calcul pour savoir ce que je vais faire. Non, non, il fallait qu'il prenne une décision. On l'apprenait à prendre une décision et ça leur faisait peur. Voilà. Donc, c'est vrai que les jeunes, actuellement, pas tous, mais un certain nombre sont coucounés. Et l'entreprise, ça leur fait peur. Donc, ils se disent, à tort, mais ils se disent quand même, quand j'aurai 2 ans de plus ou 3 ans de plus, j'aurai plus de recul, je serai mieux formé, donc j'aurai moins peur d'aller dans l'entreprise. En fait, ils auront toujours aussi peur, mais c'est vrai qu'ils seront un peu plus vieux, donc peut-être que, voilà. Mais c'est comme ça. Et puis, par ailleurs, il y a la notion des parents derrière, hein, parce que si vous êtes parent, vous voulez toujours que votre fils aille plus loin. Voilà. Et un certain nombre de parents, une licence, ça ne sera jamais un diplôme d'ingénieur.
Et la majorité des parents, quand je vais aux portes ouvertes à l'EUT, alors qu'ils sortent du bac, eh bien, ils disent « Ah, mon fils, il va faire une école d'ingénieur. » Et alors là, je leur dis « Attendez, on est en DUT là. Hein, donc d'abord, il passe son DUT en 2 ans. Et après, on verra. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. » Mais c'est une obsession. En France, les diplômes d'ingénieur, c'est quelque chose qui est très valorisé, mais aussi inquiétant. C'est-à-dire que tout le monde veut faire ingénieur. Alors qu'on peut honnêtement s'éclater quand on est technicien. Hein. Et avec tout ce qu'on a actuellement en France comme passerelle, on peut arriver avec notre formation tout au long de la vie à faire ingénieur si on veut un jour. Donc il n'y a pas besoin, mais ça, il faut le faire passer comme message aux jeunes. Et c'est difficile, hein, c'est difficile. Oui. Donc, oui, non, je vais garder celui-là. En fait, celui-là, il marche mieux pour l'enregistrement. Oui, pour l'enregistrement. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis en celui-là. Donc oui, moi c'est des questions qui me passionnent, ces questions d'orientation, et ça fait, je pense, ça fait 10 ou 15 ans que je suis des étudiants sur ces questions-là, et comme je l'analyse aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont peur de se tromper, et de peur que en fait leur choix soit irréversible. Et c'est assez perturbant en fait, parce qu'on se retrouve devant des étudiants qui, effectivement, après une licence pro ou après un DUT, un BTS, seraient capables d'aller travailler tout de suite et seraient déjà très fortement matures à rentrer dans l'entreprise. Mais en fait, ils ont peur de se tromper et se dire, mais si je vais travailler maintenant, j'aurai plus de choix, je ferai ce métier-là toute ma vie et je pourrai pas évoluer. Alors qu'en fait, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer assez tôt, c'est que il y a une capacité d'évolution au sein de l'entreprise. Ça demande peut-être effectivement de l'investissement et ça se fait pas tout de suite. Voilà, c'est pas au bout de 2 ans dans l'entreprise qu'on va se voir proposer des postes à forte responsabilité. Mais il y a des étapes comme ça où il y a une étape à 2 ans, il y a une étape à 5 ans, il y a une étape à 7 ans, à 10 ans, qui peut permettre justement d'évoluer. Mais on se retrouve avec beaucoup d'étudiants qui ont peur de passer le cap. La peur presque la plus panique, c'est à la fin du master, où les gens se disent, bah là, je suis obligé d'aller travailler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en doctorat à avoir quelques étudiants qui arrivent, et malheureusement, ils n'avaient pas réellement envie de passer par là, mais c'était un peu l'échappatoire pour se dire, bon, je suis un bon élève, je vais passer le concours, j'ai la bourse, je suis là, mais en fait, je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. Et c'est aussi pour ça que notre service existe, c'est aussi pour ces gens-là. Même si l'idée, c'est de pouvoir travailler un peu en amont, et sur le fait de rassurer les gens qu'effectivement, il y a des passerelles qui existent. La formation tout au long de la vie, c'est des choses qui sont en train de se développer, même si on en est encore loin réellement de créer toutes ces passerelles. Et il faut arriver à rassurer les jeunes qu'ils peuvent être ambitieux sans forcément avoir tout de suite un poste à responsabilité. Et je pense qu'il faut aussi leur mettre en face des exemples de gens qui ont fait école d'ingénieur, école de commerce, et qui se retrouvent à 30 ans ou 35 ans, sans sens dans la vie, qui abandonnent tout et qui vont faire complètement autre chose, parce qu'en fait, ils ne se sont jamais posé la question au départ de ce qu'ils voulaient faire. Donc peu importe qu'on ait un diplôme très valorisant sur le marché du travail ou un diplôme peu valorisant, l'objet c'est réellement ce qu'on en fait derrière, et ensuite d'assumer son choix et de construire sa vie autour de ça. Mais il faut rassurer les jeunes sur le fait qu'on ne peut pas se tromper, un choix c'est pas forcément un mauvais choix, et qu'après il faut juste l'assumer. Juste pour compléter, en fait, les poursuites d'études, après un bac plus haut, un bac plus 3, ne sont pas identiques en fonction de la filière dans laquelle vous êtes. Voilà. Il y a des filières qui sont plus adaptées à une poursuite en école d'ingénieur ou master que d'autres. Il y en a qui sont vraiment très professionnalisantes, il y en a d'autres qui sont professionnalisantes, mais avec une ouverture plus large. Donc c'est vrai que le jeune, souvent, pour se réconforter, parce qu'il ne savait pas très bien au départ où il va aller, après il se révèle, il voit que typiquement c'est l'informatique qui lui plaît, et puis c'est pas l'informatique classique, mais l'informatique industrielle, et donc il va poursuivre dans cette voie-là. Donc je pense que les jeunes, c'est en fait à 20 ans qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent, c'est pas à 18 ans. Hein. À 18 ans, je pense pas qu'ils sachent vraiment ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas la maturité encore nécessaire. Nous, peut-être un peu plus, parce que c'était la force des choses, hein, mais puis on n'avait pas autant de choix. Mais par contre, maintenant, avec le choix qu'ils ont, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de mal à choisir leur voie.
J'ai un peu suivi le mouvement et j'ai commencé à m'intéresser très tôt à l'informatique du coup. Et c'est à partir en deuxième année de collège que j'ai commencé justement à diriger mes choix vers l'informatique. Mathématiques, informatique, jusqu'à l'école d'ingénieur. Et puis voilà. On va dire que ça a été plus facile pour moi, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Faut juste trouver sa voie.